Bonjour à tous, eh bien on va démarrer, donc je suis Pascal Minguet, on va démarrer cette nouvelle table ronde qui s'intitule « Quelle organisation et gouvernance pour votre digital workplace et plateforme collaborative ?» On va essayer de parler budget, équipe, pilotage. Voilà. Et pour ça, on a des super spécialistes qui sont aussi des exposants. Alors, vous allez vous présenter. Alors, oui, juste une petite précision, parce qu'on m'a posé la question à la première table ronde avant-hier, déjà. Oui, les micros sont désinfectés. Oui, chacun a le sien, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont... Et on a mis des plexis, juste pour qu'ils puissent enlever leur masque, sachant que c'est filmé et que vous pourrez y avoir accès d'ici 10-15 jours. Vous allez recevoir dans la newsletter du salon les liens et vous pourrez retrouver ça, même les diffuser auprès de vos collègues qui n'ont pas pu venir, etc. Voilà, c'est pour ça. Et c'est beaucoup plus facile, au moins sur une vidéo, à avoir les visages et les expressions. Alors, on va... oui, on va commencer. Vous allez déjà vous présenter votre entreprise. Puis on va y aller dans l'ordre, ça donnera de la lisibilité. Ok, bonjour à tous, moi je suis Thomas Forêt. Je suis le fondateur de Waller, qui est une plateforme collaborative qui a la particularité d'être sécurisée, d'être extrêmement sécurisée. Voilà, ça c'est notre cœur de métier et nous travaillons dans le collaboratif maintenant depuis 7 ans et nous produisons des plateformes pour nos clients qui sont de tous horizons, les grandes entreprises, les institutions, les écoles, etc. Donc le collaboratif, ça s'adresse à tout le monde. Bah oui, on en reparlera puisque c'est un peu le sujet. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Romain Gérard, je travaille chez Expertime et donc moi je suis manager des équipes conseil Microsoft Expertime. Expertime c'est quoi? C'est une entreprise de services numériques pure player Microsoft, donc on travaille uniquement sur les solutions Microsoft et on est à l'origine d'une autre société qui est ici aujourd'hui qui s'appelle Poel 365 et qui est donc édite des solutions de Digital Workplace. Bonjour à tous, je suis Hélène Marino. Je suis consultante fonctionnelle senior chez INEAT. Je travaille surtout sur les problématiques de Digital Workplace chez le client et en particulier sur les technologies Microsoft. INEAT est une agence de conseil hybride donc, qui allie le conseil mais aussi la possibilité de faire des développements avec nos équipes. Bonjour, c'est assez fort. Donc Bertrand Labaltrie, société Eliadis, fondée il y a 20 ans maintenant. Et depuis 20 ans, on travaille, donc c'est une société de services numériques. Et depuis 20 ans, on travaille dans le collaboratif, spécialisé dans toutes les solutions collaboratives. Donc bien sûr, en premier lieu, la plateforme Microsoft. Et me concernant, je suis en fait directeur des services et prestations. Donc je encadre tous les consultants de cette entreprise Eliadis, fondée donc il y a 20 ans. Très bien. Et ben voilà des spécialistes partout et des gens qui sont aussi en contact avec le terrain, donc c'est très bien. Donc on a besoin d'exemples aussi. Alors si vous ne pouvez pas citer votre client, citer le nom, donnez-nous un peu le secteur et puis la taille parce que ça nous donnera un peu une idée. C'est quand même ça parce qu'on peut faire des grands poncifs et des grands trucs, mais on va se raccrocher un peu au terrain et voir un peu des exemples. J'entendais déjà quand vous étiez là, il y avait déjà une grande discussion. Oui, intranet, plateforme collaborative, digital workplace, c'est pas la même chose. Alors, dites-nous un peu ce que c'est alors, pour vous, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a vécu même 6 mois un peu complexes et qui ont peut-être un peu changé les choses. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une digital workplace et une plateforme collaborative? Ou qu'est-ce que c'est pas? Je prends la parole. Oui, dans l'ordre que vous voulez. Après... Oui, non, mais en 2 mots, c'est vrai que c'est une question de vocabulaire oui. et puis d'évolution. C'est-à-dire que les technologies telles qu'on les connaît depuis 20 ans, où on parlait d'abord de l'email, de logiciels de communication, la messagerie instantanée, puis les forums, puis les intranets, etc. Aujourd'hui, il y a une convergence de ces outils par la pratique. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'usage, ou les usages, devrais-je dire, ont besoin d'un certain nombre d'outils qui sont pour la plupart complémentaires et qui, agencés dans un même endroit, parce qu'il faut que ça reste simple pour les collaborateurs, et bien forment plutôt des solutions que des outils. Et c'est là qu'est apparu le mot anglais workplace, parce que tout simplement, c'est l'endroit où on travaille, c'est la numérisation du poste de travail, où le collaboratif est au cœur. Donc il n'y a pas d'opposition en réalité entre ces termes. On est passé de l'intranet à l'intranet social, puis l'intranet collaboratif.
Après, c'est au choix de chacun de pouvoir renommer peut-être dans le marketing ces solutions. Mais la workplace, c'est quelque chose d'assez protéiforme, d'assez multiforme. J'avais un prospect, un visiteur hier qui était venu nous rendre visite et qui disait que les offres n'étaient pas lisibles parce qu'on ne savait pas exactement ce que faisait chacun. Mais en réalité, c'est tout à fait normal parce que les outils se complètent de plus en plus et deviennent de plus en plus, vraiment très très complets sur les usages. Oui, en fait, c'est vrai qu'on a vu, nous, côté entreprise de services numériques, on a vu une vraie évolution. Moi, il y a 10 ans, je vais être un peu cash, on appelait ça les intranets fourre-tout. L'intranet où il y a le système d'information, la compta, la paye, les locations de voitures, les vacances. Enfin, il y avait tout à l'intérieur. On faisait marcher toute l'entreprise dans l'intranet. Et là, je vais lancer 2 sujets dont on va parler aujourd'hui. Le budget a du coup bien changé. Il s'est clairement divisé par 10 parce que justement, on a su cibler. Mais c'est aussi le digital workplace. Pour certains, oui, c'est un portail. Pour d'autres, c'est un écosystème, comme l'a dit mon collègue, de solutions. Et aussi, aujourd'hui, le mot qu'on entend tous, c'est les usages. Et c'est quelle gouvernance on va mettre dessus, comment on l'adresse. Et c'est pas une question de taille. La taille ne compte pas en digital workplace. J'ai des clients, ils sont 10 et ils ont ce que j'appelle un vrai digital workplace complet avec tout ce qu'a pu citer mon collègue. Par contre, il y a des très gros qui encore, pour eux, le digital workplace, malheureusement, n'est que l'intranet. Et on est là aussi pour justement un petit peu présenter, expliquer et voir qu'est-ce qu'on apporte aux collaborateurs, comment on le met au centre et pas juste avec des outils. Comment on se préoccupe? Là, vous avez tous vécu le Covid avec l'arrivée de Teams. Teams fait partie du digital workplace, voire peut être votre digital workplace. C'est pas forcément qu'un portail. Je vais continuer là-dessus. Bien sûr, on est là pour ça. Historiquement, l'intranet était l'outil des directions de la communication. Et peu à peu, la direction de la communication, pour pouvoir justement attirer les utilisateurs sur sa plateforme, a rajouté justement ce côté fourre-tout. Et donc a ajouté des liens vers les outils collaboratifs, des liens vers les outils tierces et des liens vers les réseaux sociaux, a rajouté des commentaires pour que les utilisateurs viennent finalement consommer l'intranet. Et finalement, ils ont presque perdu le lead complet en fait, de cet intranet. C'est pour ça que c'est devenu un digital workplace. D'autres directions se sont intéressées finalement à la plateforme parce que finalement, si on met des liens vers des outils métiers, pourquoi est-ce que des directions métiers finalement n'iraient pas ensuite donner des idées pour construire ensemble le digital workplace? Donc c'est plus forcément qu'un sujet lié à la direction de la communication, mais c'est vraiment un sujet d'entreprise et qui prend en compte les enjeux de l'entreprise au global pour mieux collaborer. Bien. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que l'intranet, digital workplace, l'intranet maintenant, en fait, n'est pas versus la digital workplace, c'est juste un composant de la digital workplace comme un autre. Ouais. La digital workplace, en fait, c'est, mon collègue l'a dit, une sorte d'écosystème. Ça va au-delà de l'intranet, c'est un ensemble d'outils, c'est de l'intranet institutionnel, c'est du drive, c'est de la messagerie, c'est du chat, etc. Mais ça va au-delà des outils, c'est-à-dire que c'est dans digital workplace, on a le mot workplace, espace de travail. Jusque-là, l'espace de travail, c'était son bureau, sa chaise, sa table, son PC au sein de l'entreprise. La digital workplace, elle casse cette barrière-là. Elle casse cette unité de lieu qu'on pouvait avoir de je travaille à mon bureau et c'est comme ça que je peux collaborer. Maintenant, non, je peux collaborer n'importe où. Donc la digital workplace casse l'unité de lieu et l'unité de temps aussi. C'est qu'avant, pour être en réunion, il fallait que je sois face à face. Donc là, je peux le faire de n'importe où. Je suis à l'hôtel, je suis en train d'attendre mon train, je peux quand même participer et être connecté au système d'information et collaborer avec mes collègues de la même façon qu'avant j'étais dans une salle de réunion. Et ce côté aussi unité de temps, j'ai plus besoin de collaborer en direct. J'ai le chat, j'ai mon mail, j'ai mes réunions auxquelles je participe pas, elles sont enregistrées dans Stream ou dans un autre truc, je peux les voir en replay. Donc c'est vraiment cette notion d'espace de travail digital au-delà de l'environnement d'entreprise. Et donc derrière, pose énormément de problématiques, de questions, de droit à déconnexion, de sécurité de l'information, gouvernance de l'information. Donc, on n'est plus juste dans l'intranet et dans l'outil. On est vraiment dans la collaboration au sens large de l'entreprise. Et est-ce qu'on ne va pas au-delà d'ailleurs des gens qui sont assis derrière un bureau? Est-ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs avec cette période de confinement que ça allait jusqu'aux gens qui sont sur le terrain, les ateliers, enfin ce qu'on appelle l'école bleue pour faire simple, mais ça va au-delà, non?
Même des gens qui n'avaient même pas de mail dans l'entreprise. Non seulement ça va au-delà, évidemment, dans l'entreprise, mais et ça peut aller dans l'écosystème de l'entreprise. Oui. C'est ce qu'on appelle l'entreprise ouverte, où finalement... évidemment, l'entreprise, c'est pas un écosystème fermé. C'est pas juste les collaborateurs. Il y a évidemment les clients, il y a les partenaires, il y a les entreprises. Et on peut imaginer plein de choses, les revendeurs, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est un des aspects importants. C'est que quand on parlait d'intranet, on parlait d'intra, donc d'interne. Bon, après, il y a eu l'extranet, qui est à peu près la même chose, sauf que c'est un accès de l'extérieur. Mais aujourd'hui, les workplaces, elles doivent... parce qu'elles doivent être accessibles, comme vous l'avez dit, depuis n'importe où. Mais elles doivent aussi proposer des solutions qui sont capables de bien différencier ces différents périmètres, parce qu'évidemment, on ne mélange pas forcément tous ses clients, on ne mélange pas deux prestataires qui pourraient être concurrents par ailleurs, voilà, et puis même dans les équipes. Donc ça, c'est très important. C'est à la fois beaucoup de partage, parce que les technologies permettent d'être connectés immédiatement à l'ensemble des flux d'informations, etc. Mais à la fois, moi, je trouve que c'est un enjeu primordial. C'est la sécurité de l'information, c'est-à-dire il faut des systèmes aujourd'hui qui, au-delà de la promesse du partage, promettent aussi dans ce partage de la structure. Parce qu'on a vite fait quand même d'être perdu dans toutes ces solutions, tout ce qu'on peut faire, vous voyez, tous ces nouveaux usages, l'innovation versus la direction des systèmes d'information. Voilà. Je pense qu'il faut aussi un petit peu d'ordre. Hélène, oui, on va faire dans le désordre, ça va bien. Hélène, ce qui a changé, Romain, désolé. Ce qui a changé finalement, c'est ça, c'est l'apparition du smartphone. Et donc en fait, on doit faire en sorte que le digital workplace soit accessible via le smartphone, et ça permet de toucher un public beaucoup plus large qu'auparavant. Avant, l'intranet n'était disponible que pour les personnes qui avaient un poste, qui étaient dans les bureaux. Et donc finalement, certaines personnes pouvaient se sentir exclues. Et donc maintenant, on a la possibilité de développer le sentiment d'appartenance au-delà du personnel de bureau. On peut aller toucher les personnes qui sont dans les usines, les personnes qui vont à la rencontre des clients, et à tout moment, qu'elles peuvent avoir les informations nécessaires pour faire leur travail au quotidien. Donc forcément, adapter un digital workplace au téléphone, ça demande aussi de bien comprendre le parcours utilisateur et de comprendre ce qui est le plus utile pour lui lorsqu'il est en déplacement. Romain, oui. Et en fait, tu me fais une super transition, Hélène. Alors, en fait, quelque chose qui est important, c'est que pour beaucoup de gens, le digital workplace, il a une seule forme. Hélène, elle a parlé de parcours utilisateur. Et en fait, il y a des parcours de plusieurs typologies d'utilisateurs. Comme vous venez de le dire, il y a l'école bleue, il y a les bureaux, il y a la direction. Il y a quelque chose qui est souvent sous-estimé, le parcours des contributeurs. Mais il y a aussi donc toute cette multiforme que ça peut prendre. Moi, je vais vous donner, alors je ne vais pas donner le nom, mais parce que quand je vais donner le secteur d'activité, vous allez comprendre. Voilà, j'ai un client qui est dans la restauration. Hein. C'est un secteur un petit peu qui a du mal en ce moment. Et il voulait faire un gros digital workplace pour les bureaux, les régions, les serveurs, les serveuses, les cuistots, les managers de resto. Et il avait beaucoup d'objectifs. Hein. On les connaît tous, communication, la communication institutionnelle, la collaboration, les échanges dans les régions, les échanges entre les managers de resto et leur direction régionale. Et il nous disait, voilà, on commence à être un peu coincé, faire un site, ça va pas, faire que du mobile, ça va pas. Bon, alors, sur quoi on est parti? C'est simple, c'est qu'on dit il prend plusieurs formes, ce sont les mêmes composants, les mêmes solutions, les mêmes usages, mais pas adressés de la même façon. Voilà, pour donner un exemple purement technique, là, moi je fais du Microsoft, oui, il y a un site web, du SharePoint, qui est globalement celui qui est utilisé dans les bureaux. Par contre, pour rien n'interdit de l'inclure dans Microsoft Teams, et Microsoft Teams en mobile, ça marche très bien. Donc la partie mobile, le gros du digital workplace dans les restaurants, les serveurs, c'est du Teams, qui ont des discussions, des échanges, accès au tool reporting, aux applications. Ça marche aussi bien sûr dans les bureaux, même s'ils vont préférer le confort du navigateur. Donc aussi, il ne faut pas se fermer à un seul point d'accès. Parce que moi, par contre, quand je demande pourquoi votre intranet aujourd'hui ne marche pas, d'ailleurs, toujours, on me dit je veux un digital. Alors c'est quoi un intranet qui ne marche pas d'ailleurs? Alors généralement, il commence par je dois lancer le navigateur. Voilà, globalement, ça commence à peu près à ce niveau. Et forcément, c'est ce qu'on a dit, c'est lent, c'est fourre-tout, je m'y retrouve pas. Et je vois pas l'intérêt d'y aller parce que je trouve pas ce que je cherche. En gros, je voilà. le fais. Et puis parce qu'il est pensé pour des contributeurs, il n'est pas pensé pour les gens qui vont y vivre. Tout simplement, comme disait Hélène.
Bertrand? Moi, je trouve ce qui est important, c'est bien définir sa cible. On parle de col bleu, de col blanc, d'intranet, etc. Effectivement, j'ai aussi côtoyé des environnements où on avait des caissières. J'ai lancé un intranet et 300 000 personnes dans le monde. Voilà, le directeur, le PDG voulait l'intranet pour toucher 300 000 personnes. L'ambition était de départ était bonne, la vision, mais dans la mise en œuvre petit à petit, c'était impossible. Déjà, on parle de, effectivement, tout le monde a un mobile, mais bon, je suis pas dans la capacité de fournir un mobile à mes 300 000 collaborateurs. Donc, je vais peut-être commencer à leur demander d'utiliser leur mobile. Bah, je sais pas, il vend pas des abonnements, celui-là, il pourrait aussi en donner à ses caissières, mais c'est juste un petit avis personnel. Allez. Et donc, non, je sais pas, hein, mais. Ça, après, non, mais bon, il y a des réflexions. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va parler avec les RH. Comment on pourrait peut-être leur permettre de prendre leur propre téléphone, avoir une dotation pour les gens dans une dizaine d'euros, ce genre de choses. C'était le genre de réflexion qu'il y avait. Donc, juste petit aparté par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, quand on parle de digital workplace, on va parler avec tout le monde dans l'entreprise. Mais le BIOD, après, il faut aller parler avec la sécurité. Oui, bien sûr. Je sécurise toutes ces choses-là. Donc, il faut vraiment y aller étape par étape. Il ne faut pas non plus aller tout voir trop vite. Avoir l'ambition de dire je veux faire collaborer 300 000 personnes. Est-ce que l'entreprise avait déjà la notion de collaborer avant même de mettre en place cet outil? Parce qu'il y a ça aussi dans le... Déjà, après, il faut être pragmatique. Ouais. Les caissières, effectivement, je veux les atteindre en tant que responsable de l'entreprise pour pouvoir avoir, en termes de com, avoir la capacité à toucher tout le monde quand j'ai un message à faire passer et garantir que mon message a atteint tout le monde. Là, on a un intranet qui marche dans ce cas-là. Oui, puis c'est une communication très descendante. Voilà. Il n'y a Après, pas de collaboration. Dans l'entreprise, il ne faut pas non plus dénigrer cette communication. Bien Elle sûr, existe bien sûr, dans l'entreprise. non, mais bien sûr. Tout n'est pas collaboration. Oui, bien sûr, bien sûr. Et effectivement, tout le monde n'a pas besoin de collaborer avec tout le monde. J'ai besoin de communiquer avec eux, mais j'ai pas forcément besoin. Alors, c'est une collaboration différente. Je suis pas dans la co-construction, je suis peut-être plus dans la remontée d'informations, la remontée d'idées, etc., qui nécessite des outils, pas forcément. Ça va pas forcément être intime, ça va être effectivement peut-être plus un réseau social d'entreprise, ce genre de choses. Donc bien maîtriser sa cible et quel outil pour quel usage, et en fonction de ça, se faire un vrai plan, ambitionner les choses en fonction de ses capacités techniques, son réseau. Vouloir faire de la vidéoconférence dans du retail, dans tous les magasins, quand on a des tuyaux tout petits. Oui, puis là, il y avait une problématique de langue et de culture, d'ailleurs, non? Après, voilà, il y a des collaborations locales, on va dire, locales au niveau international, au sein du pays, déjà réussir. Comment dire, les cultures sont pas les mêmes. La relation vis-à-vis du pays sont pas les mêmes, enfin du groupe sont pas forcément les mêmes. Donc il faut prendre tout ça en compte. Donc on voit bien rapidement que ce n'est pas juste un problème technique. La digital workplace, c'est vraiment au-delà, c'est le RH, c'est la com, c'est la finance, enfin, c'est toute l'entreprise. C'est du management aussi, oui, peut-être. Oui, en fait, moi j'avais envie de rebondir sur une phrase importante que tu as dit discrètement. C'est on n'attend pas les mêmes choses et on travaille pas tous ensemble et on collabore pas tous ensemble. Et donc pour répondre à ta question de aussi c'est quoi une des raisons des intranets qui n'ont pas marché, vous mélangez tout. Et un des gros combats que j'ai quand j'arrive chez un client... On n'accuse pas les gens qui sont là. Hein. Les gens qui sont là, ils essaient de faire bien, c'est pour ça qu'ils sont là. Et c'est pas forcément eux qui mélangent tout. On va dire, certains mélangent tout. Allez, comme ça, vous restez avec nous. Hein. Pardon. Et en fait, c'est que on a parlé de collaboration, on a parlé de communication. Et moi, j'ai vu beaucoup de digital workplace où... intégralement collaborative, et on se retrouve avec des enfers en termes de sécurité, de droit, de partage, on ne sait plus qui a accès à quoi, et quand on cherche un document, on a un document institutionnel qui est mélangé avec un document nommé brouillon Toto 1, enfin on s'en sort plus. Donc aussi ce qui est important, c'est on parle d'usage, on parle de solutions, mais aussi chaque usage a une place. Commencer à faire trop de collaboration dans un endroit où on fait de la communication à des milliers de personnes, ça se passe mal. Moi, j'utilise des expressions de cercle intérieur et cercle extérieur dans une entreprise. C'est-à-dire le cercle intérieur, c'est les gens avec qui je travaille au quotidien. 5, 10, 15 personnes en général, pas plus. Là, il y a un vrai espace de production, de fabrication. Mais quand je dois diffuser à tous les salariés potentiellement une information, c'est là qu'on va rentrer vraiment dans de la com, c'est là qu'on va avoir, et ça reste toujours dans le digital workplace, mais c'est pas au même endroit. Et ça, je trouve que c'est hyper important, c'est quand tu disais qu'on collabore pas toujours avec les mêmes gens au même instant et on communique pas forcément de la même façon. Et pour moi, je trouve que c'est un point important
l'intranet collaboratif, moi, me gêne dans son expression, parce que c'est la digital workplace est un endroit où il y a de la communication et de la collaboration. Par contre, voilà, on ne met pas en vitrine son établi de travail parce que c'est pas très vendeur. Thomas, peut-être, il voulait compléter ou... Oui, parce que j'ai l'impression que... On a le droit des petits taquets ou pas? Mais bien sûr, vous avez le droit à tout ici. Non, parce qu'on a quand même 3 représentants de Microsoft. Oui, mais justement... Moi, je représente la souveraineté française avec Waller, et je tenais à le dire. Non, c'est très intéressant. Non, mais Microsoft fait d'excellentes solutions, etc., etc. Mais enfin bon, n'empêche que ce que vous décrivez là, c'est le produit aussi de solutions qui ne sont pas tout à fait faites pour les vrais besoins de l'entreprise. Ce que vous décrivez là aussi, c'est marrant parce que vous parlez de cercle. Nous, chez Waller, on a la notion de sphère. Et on a une particularité... Ah, donc vous avez la 3e dimension. Oui, voilà. Non, mais alors on pense qu'il n'y a pas que 2 sphères. Il y a effectivement de multiples sphères. Et qui, si elles sont mélangées, et là je vous rejoins tout à fait, évidemment, ça devient le bazar. C'est le problème de toutes ces solutions où vous recevez plein de notifs, plein de push. On prétend réinventer la productivité. En réalité, on la tue. Et c'est moi ça qui me gêne dans ce genre de solutions, que ce soit des Teams, des Slack, qui sont en fait des produits qui ont une théorie, c'est que quand tout le monde est connecté, alors l'entreprise devient tellement moderne qu'elle en devient extrêmement innovante. Moi, je pense que c'est une idée erronée, parce que c'est quand le collaborateur réussit à s'abstraire de l'outil que là, il va avoir du temps pour innover, pour créer, pour apporter sa valeur et pour finalement faire croître son entreprise. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très important dans la réflexion de la mise en place des plateformes dites collaboratives. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la communication, c'est un message qui passe de A à B. La collaboration, c'est quand B répond à A. Donc, il vaut mieux que ce soit collaboratif que simplement de communication, et l'un n'étant pas opposé à l'autre, l'un est le prolongement de l'autre. Vous savez, quand on parle de communication interne aussi, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être dans une équipe, même à 5 personnes. Il y a toujours ces aspects de communication qui sont importants. Et c'est pour ça que choisir les bons outils, ça n'est pas non plus un détail. C'est-à-dire que si vous avez autant de stands ici de solutions tellement différentes, c'est parce qu'il n'y en a pas une qui est bâtie de la même façon que l'autre. Et c'est pour ça, même chez Microsoft, vous avez des outils de communication qui même s'opposent. Vous avez Yammer d'un côté, bon, ils l'ont un peu tué, mais vous avez les mails, évidemment, Outlook, avec pas mal de fonctions collaboratives. Bon, je ne vais pas faire la pub de Microsoft. Mais les outils Made in France, ils ont quelque chose à apporter. Parce qu'on a une autre vision du travail. Et moi, je vous incite à aller regarder, non pas ce qu'on appelle les alternatives, parce que je trouve que c'est un mot qui diminue ce que nous faisons depuis des années, mais des plateformes qui sont faites pour la culture du travail en France et en Europe, et qui n'ont pas cette notion de culture du sharing absolument et à tout va. Parce qu'on a aussi, nous, la culture de l'innovation concrète, de l'invention, de la créativité. Ça, je pense que les outils que vous devez choisir, aujourd'hui, ils doivent vous permettre de vous libérer du grand fourre-tout qui est la communication électronique. Et si vous choisissez des outils qui reproduisent les mêmes défauts que les emails, c'est-à-dire mélanger tout, alors vous ferez peut-être un pas dans le chiffre d'affaires des GAFAM, mais vous ne ferez pas un pas pour vous, parce que le vrai pas qu'il faut franchir aujourd'hui, c'est réussir avec les outils que vous choisissez à absorber ces flux de communication et ces flux d'informations qui, si on ne les maîtrise pas, si le collaborateur lui-même n'arrive pas à les traiter, eh bien on va se retrouver, comme on s'est retrouvé dans plein d'entreprises aujourd'hui, avec des couches de middle management, de gens qui font des rapports, etc., etc. Et ça va devenir le même bazar que ce que c'était aujourd'hui. Il faut chercher la productivité. Et oui, je pense que le Covid nous apprend ça. Ouais. L'outil ne suffit pas lui-même. On parle de l'outil, c'est l'usage. C'est l'usage de l'outil. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas tendance quand même à pousser l'outil et puis dire si on a une direction plus technique, voilà, pourquoi on met sur Microsoft 365 souvent, parce que j'ai Exchange on-premise, je veux passer dans le cloud, Mais puis si je choisis ça, on me dira de toute façon 95% des gens dans le monde l'ont, donc si ça marche pas bien, mais de toute façon, puis voilà, on peut rien me dire. J'ai communiqué 2-3 serveurs sur mon data center. De toute façon, j'ai choisi ça, je suis tranquille, quoi. Ouais, c'est facile. À une époque, il y avait IBM, c'était pareil. On avait choisi IBM plutôt qu'un constructeur européen, comme ça, on était tranquille.
et puis on ne dit rien. Bon, bah, attends, Après, je me retrouve avec un mais... outil que je paye cher, que ce soit Google ou que ce soit Microsoft, qui permet de faire plein de choses et je me rends compte que les gens ne l'utilisent pas. Donc il y a un moment, je me dis quand même... ça fait quand même 40 ans que ça dure, ça fait 40 ans que ça dure, cette histoire. Oui, donc je me dois d'aller travailler sur les usages, plus que juste sur l'outil et aller trouver le bon usage pour le bon outil. Puis surtout, bien, après, moi je suis pas... si on parle de Microsoft, effectivement, je veux partager un fichier, je dois avoir 3 ou 4 façons différentes de pouvoir partager le fichier. Il n'y a pas de mauvaise ou une bonne solution, il y a juste la solution adaptée à mes usages. Mais je me dois, j'entendais parler de points d'entrée, etc. tout à l'heure, ça c'est bien accompagner l'utilisateur sur le point d'entrée, pour lui dire voilà où je vais trouver l'information. Ce qui est surtout important, c'est que quand j'ai un contenu, je collabore, j'ai une cible, donc il faut que l'outil m'aide en fonction de ma cible à me mettre dans le bon outil. Je dois partager un document, peut-être le mettre plutôt dans Drive. Je dois co-construire un document, je vais le mettre plutôt dans un outil type Teams. Donc je me dois, en tant que responsable de la Digital Workplace, de garantir que j'ai des personnes qui vont aller accompagner mes utilisateurs et les aider à mettre en œuvre, alors peut-être un portail, peut-être un SharePoint, je ne sais pas quoi, qui va les aider, soit en formation, en documentation, soit, je parle de portail effectivement technologiquement, en créant une page qui va... automatiquement les driver vers la bonne solution. Mais en tout cas, je vais avoir cette solution de sorte de point d'entrée, définir le point d'entrée ou les points d'entrée. Quel que soit le point d'entrée, en tout cas, le document doit être enregistré, sécurisé et sa cible atteinte. C'est-à-dire que je dois accompagner dans cet objectif. Juste un petit commentaire. Un peu plus tôt, j'ai entendu de surplus de notifications en fait que doivent supporter les utilisateurs. Trop d'informations tue l'information. Mais en fait, justement, le Digital Workplace ne doit pas provoquer justement ce surplus de notifications parce qu'il sera donc directement rejeté par les utilisateurs. Le Digital Workplace apparaît vraiment comme un gadget supplémentaire pour les utilisateurs. L'idée, c'est vraiment que le Digital Workplace peut-être aide au contraire à simplifier cette gestion des notifications. Moi, j'ai un exemple concret. Oui, s'il vous plaît, prenez des exemples. Ensuite, je ne peux pas dire le nom de l'entreprise. Non, mais donnez-nous un secteur et une taille. Dans l'aérospatial. Voilà. Et justement, pour lequel on a créé un outil donc, de syndication des notifications donc, disponible depuis le point d'entrée dans le Digital Workplace qui permettait de récupérer les notifications SharePoint, les notifications Confluence et les notifications depuis les différents outils tierces. Donc, ça permettait vraiment de simplifier ça. Et sinon... Et donc l'utilisateur pouvait choisir ce qu'il recevait, ce qu'il ne recevait pas, ou il avait tout au même endroit, c'est ça? Voilà, il avait tout au même endroit, et donc ça lui permettait de ne pas aller sur les multiples outils afin de voir ce qui s'y passait. Donc au contraire, ça le décharge mentalement à ce niveau-là. Du coup, tu as prononcé un mot moi, qui me plaît, et aussi monsieur, tu as parlé de « c'est vu comme un gadget de plus ». Voilà, j'aime bien. Parce qu'on est quand même là aussi pour parler des clés du succès quand même d'un Digital Workplace. Bien sûr. Justement. Sortons un petit peu devant nos éditeurs, mais une des clés du succès, quelle que soit la techno, quel que soit l'éditeur, c'est un mot que vous avez souvent entendu, c'est l'adoption. C'est comment vous allez accompagner, et c'est pas forcément juste mettre par exemple des manuels ou parce que j'ai entendu, c'est orienté souvent, on parle d'outils. Moi j'aime bien un exemple. Certains d'entre vous ont le permis, certains ont même acheté des voitures. Vous n'avez pas passé le permis parce que vous avez lu le mode de fabrication ou le mode d'emploi d'une voiture, et vous n'achetez plus une voiture quand on regarde les pubs à la télé en lisant la doc technique. Et c'est pareil, en fait vous avez passé le permis et vous avez acheté une voiture parce que vous savez à quoi ça sert. C'est pas un gadget dans votre garage. Et c'est ça qu'on doit faire comprendre aux gens, mais ça passe pas juste par des messages jolis, des affiches, des flyers, mettre 3 pains au chocolat. Pour moi, ça commence en haut, tout en haut. Les sponsors doivent être impliqués, convaincus et communiquer dans ce sens. Là, je vais citer le nom parce que c'était dans la presse. Quand Monsieur Pépi est parti de la SNCF et qu'il a dit, alors je ne vais pas le reprononcer parce que c'était un gros mot, mais le surnom interne des équipes Digital Workplace qui était assez insultant, on se doute bien qu'une entreprise qui a un digital externe grand public qui est au top dans le monde, mais qui a un digital interne qui est pas mal, mais qui peut faire mieux, et c'est lui, il l'a cité à son discours. C'est pour ça que je me permets de le dire, ça se retrouve. Voilà, et ça on évite. Il faut donc des sponsors engagés qui y croient, et ensuite on ne saute pas toutes les étapes jusqu'au collaborateur d'en bas, parce que souvent on a décidé en haut de la com, comme a dit monsieur, on a donné quelques guidelines. Par contre,
on n'oublie pas le management intermédiaire qui lui aussi est représentatif. Moi j'ai un client là que je ne vais pas citer parce que c'est une bêtise. Il n'a pas impliqué son middle management. Les sponsors à fond, super, top, on a fait des vidéos, des tournages, des discours, génial. Toute une com collaborateur, top. Le middle management, ils n'ont pas voulu l'impliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un manager qui a dit à ses collabs, bon vos trucs là, votre gadget c'est mignon, moi vous m'envoyez des mails. Bon bah en 6 mois, c'était cuit, c'était un virus. Parce que globalement, lui travaille en mail avec 15 personnes, mais ces 15 personnes travaillent avec d'autres personnes. Et ça s'est propagé. Et 6 mois après, le Digital Workplace, il était par terre. Donc il s'est impliqué à toutes les étapes. On a parlé de parcours, on a parlé d'usage de différentes personnes, mais il y a une vraie implication à tous les niveaux de cette adoption et une vraie conviction. Si on n'a pas la conviction, peut-être qu'il faut voir moins grand, y aller étape par étape. Et comme l'a dit monsieur, il y a 10 façons de faire une chose. Par contre, donner pour chaque chose juste un point. Un Digital Workplace, ça peut s'expliquer en un slide, en 4 points de ce qu'on attend des gens. Parce que moi, un autre exemple dans une société pharmaceutique, oui, je crois que tu veux la parole. Je finis. Ah non, ok. Non, continue et puis après on passera. Dans une société pharmaceutique, j'ai fait tout un travail de réflexion au niveau mondial du Digital Workplace de demain. J'ai eu des gens qui étaient dans les usines, mélangés dans des groupes de travail avec le directeur au niveau COMEX Europe. Voilà, globalement, il y avait tout le monde mélangé. En plus, en plein Covid, tout le monde à distance, donc très amusant. Les gens, au début, j'ai essayé de les emmener dessus volontairement, direct dans le sujet dont on parle là. Tout le monde perdu, on ne sait pas ce qu'on veut, etc. On a fait un petit peu de jeu intellectuel. C'était des sessions qui volontairement parfois duraient 4 heures. Je les ai sortis du monde pro. Je les ai mis dans l'environnement plus personnel, dans la sphère personnelle. Et là, je les ai fait reclasser les informations. Et en fait, ils ont recréé un Digital Workplace sans utiliser le langage du professionnel. Et donc, naturellement, les gens, ils y vont, ils savent le faire. Il y a un blocage, c'est je suis au travail, j'attends les consignes et j'applique pas la logique de base. Et donc, cherchez pas à faire le plus compliqué possible, le doc de 200 pages, non. Un slide, 4 lignes, vous avez normalement résumé tout ce qu'il y a à savoir, que vous êtes une société de 10 personnes ou de 250 000. Ça, c'est un peu les deux extrêmes que j'ai en client. Donc voilà, et c'est la même. Et c'est la même chose, vous avez ça, et après, on rentre dans le détail. D'autres retours comme ça, terrain ou exemples, parce qu'on en est friand. En fait, on aborde tous les problématiques, équipe, pilotage, tout ça, là, on les aborde sans les marquer. Et après, on parlera un peu budget, mais... Je vais rebondir sur ce qu'a dit Romain, parce que justement, l'adoption, ça démarre dès le cadrage. Oui, dès le cadrage, on va engager les utilisateurs pour comprendre leurs besoins. Et comme on les sollicite, ils se rendent compte que justement, c'est vraiment pour eux qu'on fait l'outil. Et donc, ils se sentent finalement motivés et ils ont hâte de voir en fait ce qu'on aura produit pour eux. Et donc, de cette manière, dès le démarrage, l'adoption a démarré. Ensuite, les campagnes de communication, effectivement, elles ne doivent pas être trop prolifiques pour ne pas, encore une fois, donner trop d'informations aux utilisateurs d'un coup. Ils vont être débordés et il faut vraiment procéder au pas à pas. D'ailleurs, vous pouvez aussi même créer votre Digital Workplace au pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre en place toutes les fonctionnalités d'un coup, mettre les plus pertinentes d'abord pour leur montrer les quick wins, les bénéfices immédiats en fait qu'ils ont, les avantages que cette Digital Workplace va leur apporter. Et une fois qu'on sent qu'ils ont pris confiance sur la Digital Workplace, on peut monter en puissance, rajouter de nouveaux cas d'utilisation et donc faire des petites campagnes de communication graduelles de telle sorte que l'utilisateur se sent régulièrement en fait relancé. Donc si jamais il y a des personnes qui sont un peu plus réticentes aussi à la Digital Workplace, c'est des petites piqûres de rappel. Et puis pour les utilisateurs qui sont friands, au contraire c'est génial, ils découvrent les nouvelles fonctionnalités et ils sont très contents. Et d'ailleurs, quand tu parles du pas à pas, choisissez bien le canal de communication adapté à votre entreprise. Moi, je vais donner un exemple. Alors, c'est aussi dans la pharma, mais c'est un autre. Quand on travaille sur le cadrage, le premier point qui remontait, qui est pourtant pas le plus important, non, c'était pas la cantine, non, c'était les navettes pour aller entre les différents sites, parce qu'ils avaient du multisite dans différentes régions, et ils disaient, on comprend pas, on sait pas où sont les navettes, on sait pas les horaires, on trouve pas dans l'intranet. Moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je viens de passer la porte des locaux, vous avez juste conscience que sur toutes les portes de tous vos bâtiments à l'entrée, c'est marqué. Voilà. Et vous avez la même chez vous, si vous habitez dans un immeuble, les affichages d'immeubles, qui les lit tous les soirs en rentrant? Personne. Donc, choisissez un canal de communication
qui fonctionne. Moi, celui que je préfère, même il coûte un peu plus cher, mais c'est la proximité. Par exemple, là, un fournisseur d'énergie français, j'ai failli le citer, a fait un gros gap dans son adoption quand il a décidé quand il reçoit des questions, il a décidé de prendre quelques secondes juste pour regarder c'est quoi le métier de la personne. Si elle est super digitale, ok, elle va se débrouiller tout seul, je lui fais une réponse courte. Ah, c'est quelqu'un qui est pas très à l'aise dans le digital, je l'appelle un quart d'heure. Un quart d'heure, juste un quart d'heure. Et ben ça a changé la vie. Voilà, ils avançaient tranquillement et correctement pendant 2-3 ans. Et quand on a réussi à mettre ça en place, il y a eu une explosion. Ça s'est passé à merveille. Voilà, n'oubliez pas, on est des humains. Donc tout passe pas par j'ai envoyé 3 mails. Voilà, non, il faut, voilà. Certaines entreprises, les affiches fonctionnent, d'autres, des entreprises ont la culture de lire le magazine papier qui vient avec la fiche de paye. Très bien. Cherchez des moyens de communication qui fonctionnent chez vous, personne n'a le même. Ce que je voulais juste rebondir tout à l'heure, sur les usages, effectivement, on parle beaucoup de ces outils, il faut travailler avec les gens sur leurs usages, de leurs outils, etc. Il faut faire des choses intelligentes. Après, il ne faut pas non plus vouloir aller trop dans l'intellectualisation. Pour donner un exemple, dans l'industrie pharmaceutique, c'est le cas aujourd'hui. C'est ceux qui sont quand même qui dépensent bien là, depuis quelques mois. Pendant le Covid, les moyens. En ce moment, ouais. On a également eu chez Eliadis à aider l'entreprise de 700-800 personnes à effectivement accompagner au cours du Covid autour des solutions Teams. Et effectivement, le raisonnement initial, c'est de dire on va travailler sur les usages, mais si on focus trop tout de suite sur l'usage, aller faire un atelier avec des utilisateurs pour leur dire voilà, explique-moi comment travailler, je vais t'expliquer comment le faire dans Teams. Ben, si les gens ne connaissent pas Teams, ils ne savent même pas ce que c'est, parce que bon, je prends l'exemple là, c'est quelque chose d'assez complexe à premier abord. Ce qu'on a pu faire et qui a très bien fonctionné, c'est qu'on a mis en place d'abord des systèmes on appelait ça des packs essentiels, de petites formations, 3 quarts d'heure. Il y avait 5-6 formations, comment gérer ses réunions, comment gérer déjà un overview de Teams, gérer ses fichiers, collaborer, etc. En préalable de ces ateliers usage. L'objectif, c'était vraiment faire de l'usage, mais ne pas oublier ce petit côté un peu plus pragmatique. Voilà. Avant d'aller faire des choses très intelligentes, soyons terre à terre. Je vous explique déjà de quel outil on parle, comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire, 2-3 fonctionnalités de base, pour que quand on va travailler sur l'atelier avec eux, au moins ils connaissent un peu. Au moins on a un langage commun. Quand je commence à travailler sur un atelier usage, il faut en plus que j'explique l'outil, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est dommage de perdre ce temps. On est sur de la formation. Donc créer déjà ce premier échange pour que les gens aient le vocabulaire, ils aient découvert l'outil. Donc même pas forcément orienté à l'usage, voilà, le truc assez basique, comment faire les 2-3 fonctionnalités de base pour pouvoir ensuite avoir des vrais ateliers usage riches. J'ai pu faire dans d'autres environnements où on allait tout de suite sur l'usage, mais en face de nous, on a des gens, mais ouais, mais tu me parles de quel outil? Je sais même pas, tu me demandes de... Mais attendez, voilà. Parce que moi, je suis dans les usages depuis des années. Si dans un atelier usage, vous commencez déjà par donner un nom d'outil, moi, ce que je veux, c'est pas je prends ma Peugeot XZ, je sais pas quoi, ce que je veux, c'est me déplacer. C'est ça un usage. L'usage, c'est me déplacer. C'est pas dire je prends l'outil... Teams, ce que je veux faire, c'est parler aux gens qui sont pas là et faire une réunion. Alors si vous commencez à me dire je vais faire un Teams, pour moi c'est pas de l'usage. C'est je pousse un outil et je comprends bien d'où il vient et on sait d'où il vient. Et c'est typiquement la méthode. Je fais du Word, ben non, j'écris une note ou alors je veux écrire un roman. Je m'en fous que ça soit Word, machin ou bidule. Après vous avez un contexte. C'est un machin qui me permet d'écrire. Oui, mais vous avez un contexte. Vous avez un contexte. Vous avez les outils en place. Oui, mais on dit l'outil, c'est vraiment pas une fin en soi. Moi, quand je fais de la cuisine, si on me dit j'utilise mon Warwerk, je m'en fous. Ce que je veux, c'est faire un gâteau ou faire un risotto qui ressemble à un risotto. Donc, je prends pas mon Warwerk. Ah, mais si j'ai qu'un couteau, une cuillère et une fourchette. Non, mais vous voyez le truc. Non, mais l'usage, c'est pourquoi faire. C'est pas avec quoi. Le avec quoi, c'est après. Je m'en fous que ça s'appelle une fourchette ou un machin. Ce que je veux, c'est répondre à une tâche ou à un besoin. Mais à un moment, il y a l'usage, je suis d'accord, vous allez comprendre vos usages, etc. Je suis pour ne pas forcer l'outil. Bon, en plus, on en a plusieurs, c'est surtout ça, c'est qu'on en a plusieurs à disposition. Mais il y a un moment, il faut être pragmatique, il faut l'implémenter dans quelque chose. Donc la façon de transformer, c'est peut-être dans la deuxième étape par rapport à votre raisonnement. J'ai mon usage, j'ai travaillé, je veux faire quelque chose. Après, je dois accompagner l'utilisateur à le transformer
dans l'outil qu'il a à sa disposition, sa multitude d'outils. Donc dans cette étape-là, je me dois de le former sur les outils, enfin en tout cas le connaître. Après, ce que vous dites, c'est que dans un contexte où peut-être je vais d'abord travailler sur l'usage pour ensuite aller choisir le bon outil. Je suis d'accord. Mais on a leur proposer les outils. Mais enfin, moi, je suis dans une société de service. Il y a des cas idéaux comme ça. Après, dans d'autres situations, ça s'est beaucoup vu avec le Covid. C'est j'ai déjà Teams déployé depuis 6 mois, personne n'utilise. Il y a le Covid et tout, il faut aller vite. Si dans mes usages, je me rends compte qu'il faudra aller sur autre chose, malheureusement, j'ai pas forcément le. Donc je fais avec ce que j'ai devant les yeux. Bien sûr, j'ai un Drive, j'ai un Teams, j'ai un SharePoint. Comment concevoir, transformer mes usages de manière pragmatique et efficace avec les outils qui sont déjà déployés. Alors peut-être que si je suis vraiment très très loin mes usages, je vais réfléchir à autre chose, mais on est quand même sur des outils qui correspondent quand même pas mal à ce que les gens peuvent avoir à faire. Donc, sinon on va vers Waller. Je voudrais répondre à une question de façon un peu incisive. Non, mais c'est intéressant quand même parce que ça fait des années qu'on parle d'usage, personne ne sait trop de quoi il parle et on gratte du papier et du PowerPoint là-dessus. Mais en vérité, aujourd'hui, la question de l'outil compte quand même. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec vous. Non, mais je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, à force de dire quels usages, les outils des GAFAM, pardon, je reviens dessus, mais s'imposent. Bah oui. Et quand vous dites Word, vous n'avez pas cité Paper d'Apple, par exemple, vous voyez? Donc c'est qu'en fait, votre outil n'est plus une question. C'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez sur l'usage, bien entendu, mais vous savez ce que vous voulez faire. Ce que je veux dire, c'est que les usages aujourd'hui, dans le collaboratif, dans notre façon de travailler dans toutes les entreprises, ces usages-là s'uniformisent. Tout le monde a compris qu'il fallait avoir un ordinateur plutôt portable que fixe. Tout le monde a compris qu'un smartphone, c'est assez complémentaire. Tout le monde a compris qu'il fallait pouvoir transiter de l'information et des fichiers. Tout le monde vient de comprendre une capacité de faire de la visioconférence sans avoir à réserver une URL ou je sais pas quoi, c'était nécessaire. Même chose pour la téléphonie. Tout le monde a compris que les webinaires, maintenant, ça allait s'imposer au sein même des entreprises, etc. Donc, en fait, les usages, maintenant, ils se synthétisent. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de méta-usage, en fait. C'est-à-dire, quel est le parcours? Vous avez dit ça tout à l'heure, le parcours, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, dans ces usages, l'étape d'après, c'est réfléchir au parcours du collaborateur. C'est-à-dire, le parcours, c'est qu'est-ce qu'il fait au quotidien. C'est plutôt... Et c'est là où il y a de l'intelligence à mettre humaine plus que de l'intelligence d'outils. C'est là où le management peut être intéressant, le leadership peut développer des choses, la formation, etc. Mais les outils aujourd'hui, la question elle n'est pas là. La question c'est quels outils vont vous protéger, ça c'est la première chose, sinon vous allez perdre la sécurité, votre savoir-faire, etc. Quels outils vont vous permettre d'être productif, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire arrêter d'être submergé par cette multitude d'informations et d'outils accessoires. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on agrège les outils entre eux pour créer des écosystèmes. Et là, c'est ça aussi, la workplace. C'est l'urbanisation des SI. Et c'est pour ça que le métier de DSI n'est pas mort. Parce que le métier de DSI, c'est ceux qui doivent urbaniser aujourd'hui. Et juste en un mot, parce que j'écoutais quand même avec beaucoup d'attention tout ce qu'on disait. Si on se pose encore la question, si vous posez encore la question de savoir comment vous allez convaincre vos collaborateurs, si le type qui est en haut, qui est CEO, est d'accord ou pas, est-ce que le gars va encore imprimer ses mails? Je vais vous dire un truc, ces gens-là, ils vont finir par partir. Parce que ceux qui s'imposent aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris que le numérique, c'était pas une question. Le numérique, c'est un moyen, il faut être bon là-dedans. Ça inonde l'ensemble de nos métiers, tous les métiers. C'est même pas une industrie. Les industries, c'est vous qui les portez. Et les chefs qui ont du mal à s'y mettre. Mais pardon, mais dans le Covid, ce fameux confinement, c'était la mort du middle management. La mort de tous les types qui passaient leur journée à errer dans les open space pour faire des rapports. Donc les gens qui comprennent pas le numérique aujourd'hui, c'est des gens qui finiront par se reconvertir. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Alors, on va quand même... Oui, une réaction, puis après on va recadrer un tout petit peu sur les... Oui, parce qu'en fait, pour moi, il faut encore la place à l'innovation. Et c'est pour ça qu'on va recueillir les usages des utilisateurs. C'est pour justement les outils, bien sûr, il y a une panoplie assez importante,
Mais est-ce qu'ils font exactement ce dont l'utilisateur a besoin? Moi, là, je veux parler peut-être des workflows, en fait, des processus que vos utilisateurs font au quotidien. Il y a quand même besoin de les penser parce que les outils, il faut quand même les paramétrer à un moment donné. Quel est le bon paramétrage à faire sous ces outils-là? Et ça, pour moi, c'est essentiel qu'on aille voir les utilisateurs pour les paramétrer au mieux, justement. Et donc, non, c'est pas forcément évident. Donc, pour les cas d'usage simples, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des cas d'usage plus poussés qui peuvent être très intéressants, vraiment permettre aux utilisateurs de gagner du temps au quotidien si on pousse justement cette méthodologie autour des cas d'utilisation. Alors, le temps tourne, oui, on va faire... Moi, je vais être hyper court. Moi, il y a une réaction quand même. J'ai adoré tes gâteaux. Et... moi, par contre, j'ai un constat qui est un peu différent de monsieur sur un point. Le monde pro, le monde perso, il y a une grosse différence. Vous partez en vacances, vous arrivez dans un appart, la machine à laver, elle n'est pas de la même marque que chez vous, ça ne vous pose aucun problème. Dans le monde pro, on a des a priori et des problèmes en fonction de l'éditeur. Il y a des anti-Microsoft, des anti-Google, des anti-Amazon. Moi, j'ai des gens qui aujourd'hui détestent SharePoint parce qu'ils ont travaillé en version 2003 dans une entreprise qui ne s'est pas fait accompagner. Voilà. Les gens, dans le monde pro, l'outil, la marque de l'outil est hyper importante, alors que dans le perso, ça ne vous vient pas à l'idée. Ouais. Et ça, c'est important, c'est un challenge qu'il faut quand même garder à l'esprit. Comme on parlait de la digitalisation, tout le monde a été capable d'installer WhatsApp sur son téléphone. Par contre, lancer une conversation dans un outil de chat interne, il faut 4 heures de formation. Donc c'est là où, n'oubliez pas, il y a quand même un vrai sujet d'entreprise où les gens, ils ont un mindset différent. Et malheureusement, à notre plus grand désarroi, il y a un sujet outil qu'on évite. Mais quand on prononce le nom de l'outil, il y a des gens qui se bloquent, alors que dans le perso, ça n'arrive pas. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont, voilà, mais globalement... Donc juste garder ça aussi dans les clés, pour moi, dans les différentes clés du succès. Il y a un moment ou un autre, il faut briser le tabou et en parler. Mais par contre, en effet, comme a parlé monsieur, il y a des méta-usages. Oui. Moi, globalement, j'ai expliqué à beaucoup de clients que faire 3 ans de cadrage d'usage... Si vous êtes pressé, on sait, comme l'a dit mes collègues, mes confrères, pardon, il y a, voilà, je veux partager un document, je veux discuter, voilà. Il y a des méta-usages communs à tout le monde qui sont couvrables par, il y en a juste à lever la tête, on voit des éditeurs qui vont tous expliquer qu'ils le font. Et du coup, l'intérêt, c'est plutôt de choisir le bon partenaire. Super. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. On avait quand même, je remets sur le titre, hein, quelle organisation, quelle gouvernance pour ces digital workplace, etc., avec un focus équipe, budget, pilotage. Donc, est-ce qu'on peut prendre ou quelque chose de généraliste ou un cas en disant, ben voilà, dans ce cas-là, on a pris budget encore une fois à la louche. Ce que j'aurais à dire par rapport à ça, déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir une équipe digital workplace. Oui. Alors, elle est composée comment, cette équipe digital workplace? Alors, dans l'organisation, il y a deux, elle se positionne en fait entre l'usage et la technique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des usages de collaboration qui sont faits. Donc là, on va avoir une partie de l'équipe qui va plutôt être orientée usage, avec le métier, travailler avec le RH pour l'histoire de droit à la déconnexion, enfin, comprendre les usages, etc. Donc il faut une partie de profil plutôt fonctionnel, spécialiste des usages et des outils pour trouver le bon outil, le bon usage, etc. Mais à côté de ça, on a aussi une partie technique. C'est-à-dire que tous ces outils s'exécutent dans un environnement technologique, avec des postes de travail, parce qu'on en a parlé, le poste de travail fait partie de la digital workplace, un device, un réseau, des performances et autres, et donc de la sécurité. Tout ça doit se sécuriser, de la donnée. Beaucoup de données sont partagées, il faut travailler avec les DPO et ce genre de choses. Donc il faut que la digital workplace soit une entité réelle dans l'entreprise, soit pas juste une plateforme. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un de responsable, qu'on soit 10 dans l'entreprise ou 100 000, alors c'est peut-être une personne, un mi-temps d'une personne, enfin un quart-temps d'une personne, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait cette vision globale. Donc la première chose, c'est ça, c'est vraiment qu'il y ait une entité digital workplace au-delà de l'outil. Ça ne suffit pas, l'outil ne suffit pas. Et au sein de cette équipe, il y ait cette double compétence. C'est un peu cette notion d'interprète. J'ai utilisé ça dans des expériences précédentes, où on nous positionnait comme interprète entre le besoin et la technique. Aller savoir traduire le besoin aux techniciens avec leurs problématiques réseau, leur poste de travail pas à jour, leur device que je dois sécuriser, etc. Leur expliquer leurs besoins. Et à côté de ça aussi, aller voir
les besoins, les fonctionnels, en termes de collaboration, leur expliquer technologiquement ce que je peux faire, et puis aussi aller voir les RH pour leur expliquer comment je peux mettre en œuvre le droit à la déconnexion, aller voir la sécurité, le COMEX qui lui veut garantir aussi certaines choses. Donc c'est vraiment cette pierre angulaire globale. Donc c'est quelque chose. Alors est-ce que c'est le futur, ce que était avant le DSI, maintenant c'est le directeur Digital Workplace, je ne sais pas si on peut aller sur ce genre de disruption. Je sais pas, on va peut-être compléter par les autres sur cette problématique. Moi, c'est le point de départ. Déjà, c'est ce point de départ. Après, je l'ai alors justement, complétons sur l'équipe et puis après on passe au sujet. C'est super intéressant ce que tu as dit parce que moi, il y a 15 ans, globalement, tous les appels d'offres, c'était la DSI. Et tous les appels d'offres d'intranet, alors à l'époque on appelait ça portail, intranet, ça démarrait, c'est la DSI qui lançait un appel d'offres pour refaire l'intranet de son entreprise. Ensuite, le bébé, il est parti ailleurs. Tout d'un coup, j'ai eu les métiers en direct et la DSI n'était plus là. Donc, dans les deux cas, de toute façon, il y a eu beaucoup de projets qui ont échoué. Aujourd'hui, en effet, et là je vais rajouter ce qu'a dit monsieur avec ce qu'a dit Hélène, l'innovation aussi fait partie de l'équipe Digital Workplace. On parle IT parce qu'il y aura des problèmes techniques de mise en place, on parle métier et usage, on parle innovation, on parle formation, on parle accompagnement, il y a les ressources humaines. Qui dit changement d'outils, vous avez peut-être un helpdesk à former. Il faut que ce helpdesk soit au niveau des nouveaux usages parce que c'est eux qui sont en première ligne. Et tout ça, c'est pas une personne à chaque fois. Ça peut être une personne qui fait tout. Ça peut être plusieurs personnes sur plusieurs sujets. Voilà, donc c'est assez pluridisciplinaire. Ce qui est important, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est des gens qui ont de l'ouverture d'esprit, être pluridisciplinaires et travailler ensemble. Juste deux secondes, effectivement, il y a aussi cette notion de conception. Il y a les outils et les usages, mais je dois aussi avoir quelqu'un qui est capable de concevoir. C'est peut-être un peu ce que l'équipe organisation pouvait faire dans certaines structures. Il y a aussi cette partie-là. Alors peut-être des petits compléments. Hélène, sur l'équipe, on est d'accord ? Sur l'équipe, je dirais que la taille de l'équipe va dépendre aussi de la taille de l'entreprise et du nombre de métiers justement qu'on va solliciter. Donc forcément, l'équipe sera beaucoup plus grande, voilà. Mais sinon, effectivement, donc, ce que Romain a dit, c'était assez complet à mon avis en termes de qui doit être présent dans l'équipe. Mais il faut penser justement à l'équipe tout du long et elle peut évoluer. C'est-à-dire que c'est pas une équipe statique. C'est pas figé, voilà. C'est pas figé parce que à partir du moment où on a fait le lancement, il n'y a plus besoin d'avoir tous les mêmes interlocuteurs, il n'y a plus besoin d'avoir une équipe projet qui est mobilisée en permanence sur le sujet. L'idée, c'est qu'on vienne parfois donc justement rajouter des petites nouvelles fonctionnalités de temps en temps, mais l'idée que c'est le gros, ce qui se passe après le lancement, c'est la gouvernance de la plateforme. Donc avec une équipe qui vérifie toujours la fraîcheur de l'information du Digital Workplace, qui est aussi vraiment aussi susceptible de vraiment provoquer le rejet de la plateforme, et puis aussi une équipe qui s'occupe de l'adoption. Adoption, animation peut-être ? Tout à fait. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord là sur cette histoire d'équipe Oui, pour compléter, je pense qu'effectivement c'est un sujet tellement stratégique qu'il faut que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise puissent y contribuer. Mais je rajouterais de façon continue, c'est-à-dire que c'est pas comme un projet qu'on lance et puis après c'est lancé. Non, c'est effectivement quand on vous parlait de support helpdesk, etc. Donc ça doit être une réflexion continue aujourd'hui. Parce que les outils évoluent en permanence, la technologie évolue en permanence et l'entreprise de façon générale se transforme. Donc c'est pas forcément beaucoup de monde, mais c'est peut-être une core team qui sait impliquer les gens. Je vais finir sur un exemple. Dans les profils, c'est des gens qui sont quand même ouverts, qui connaissent, qui vont vers les autres. Qui savent travailler, quoi. Oui, non, mais il n'y a pas de ça. Bien sûr, des gens qui savent gérer des projets, quoi. Enfin, bon. Non, mais c'est pas non plus des grands Manitou. Il est midi 7, donc on est obligé de... Voilà, exactement. Il faut aller manger. Voilà. Non, mais moi, je voudrais juste donner un petit exemple. Une petite équipe au départ qui réfléchit et qui va savoir embarquer dès le début des collaborateurs peut-être volontaires, etc., qui vont faire le succès au fur et à mesure, parce que c'est en marchant qu'on fait. Voilà. Et puis un dernier petit conseil, si vous pouvez bâtir votre workplace en utilisant votre workplace, alors là c'est pour ça on commence petit et on grandit. En termes d'équipe, j'aurais rajouté, c'est que dans le Digital Workplace, on a besoin de proximité. C'est quelque chose de très important pour aller accompagner l'utilisateur. Donc, un classique, tout ce qui est réseau d'ambassadeurs, de référents, de happy key user, enfin, vous trouvez le terme que vous voulez. Donc, c'est une extension de la Digital Workplace. C'est un rôle en entreprise qui doit exister, qui doit être référencé, qui doit être valorisé aussi.
Attention à la charge de travail que ça peut provoquer. Est-ce que c'est des experts? Est-ce que c'est juste des accompagnants ou juste des ambassadeurs qui viennent vendre la bonne parole? Donc ça va au-delà de l'équipe Digital Workplace. Et monsieur a dit quelque chose d'intéressant. Et alors j'ai une petite expression que j'ai volée à un de mes confrères qui s'appelle Christophe Coupé. On parle tout le temps de conduite du changement. La conduite du changement, c'est d'aller à un point A à un point B. Et comme l'a dit monsieur, on avance en permanence. Il faut réfléchir conduite du mouvement. Parce que la stratégie que vous avez définie pour aller au point B, ça se trouve, le point B, il sera sous la fonte des neiges ou la fonte des glaces. Donc globalement, c'est du mouvement. Il faut réfléchir, c'est pas juste A, B, c'est plutôt comment j'accompagne dans la durée et comment je suis les évolutions. On n'a plus le temps de se dire juste trace une route droite et j'y vais. Il y a un mouvement permanent à accompagner et ça, c'est quel que soit le techno, c'est-à-dire que vous faites du digital workplace ou autre chose. Aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on est dans du mouvement permanent, on n'est plus dans du changement. Bien. Je crois qu'on a... ça montre que... C'est l'agilité. Voilà, oui, exactement, c'est ce qu'on a... on ne l'a pas dit, mais c'est bien de le dire. On va peut-être conclure. Alors, je sais que budget, c'est quelque chose qu'on attend toujours. Je ne sais pas, vous voulez parler budget? Parce que c'est extrêmement complexe, on comprend bien, c'est une entreprise de 10 personnes ou de 300 000. Après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ou alors, chacun vient vous voir et vous commencez à donner des pistes. Budget, c'est difficile. Hein. Oui, vraiment, non, mais voilà, on comprend bien qu'il y a différents... Les budgets, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'en 10-15 ans, moi j'ai vu les budgets se diviser par 10. Clairement. D'accord. Voilà, moi je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, le moindre digital workplace, c'était tout de suite 450 000 €. Voilà, c'était voire 2 millions d'euros. Voilà, le ministère des Armées, ils ont mis 1,5 million, je crois, il y a quelques années. Ça, on ne va pas parler des trucs qui fâchent. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, votre taille va jouer, mais c'est votre organisation qui va jouer. Si vous avez une organisation internationale, multilangue, multi-agence, forcément, il y a un peu plus de travail. Mais aujourd'hui, en tout cas, côté notre métier, je sais que nous, le budget moyen, quand on fait du Microsoft ou du POEL, on est sur du 35 000 € en forfait clé en main. C'est-à-dire, vous donnez les clés et c'est fini. Et c'est ce que je dis du clé en main. C'est-à-dire, j'ai des clients où on les aide à faire du digital workplace. J'ai une petite association, on s'est vu 1 ou 2 fois, 1 ou 2 ateliers et ils étaient autonomes. Et il y a eu d'autres clients où on était plutôt sur du 70, 80 et quelques-uns, on est au-dessus de 100. Mais globalement, moi, mon budget moyen de proposition commerciale, il est à 35 000 € si je devais donner un chiffre. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, c'est que là, tu parles de projet. Oui, et je parle de projet, oui. Projet, et Digital Workplace, c'est pas juste un projet. Oui. Tu as le projet Digital Workplace qui va mettre en place la Digital Workplace, mais cette Digital Workplace doit être gérée, gouvernée par une équipe Digital Workplace. Donc il faut concevoir, faut réfléchir qu'effectivement, quand je vais avoir fini mon projet, avoir mis en place mes outils, je me dois d'avoir une équipe. Donc c'est une personne, un référent, etc. ou toute une équipe. Moi j'étais dans une équipe de 20 personnes qui s'appelait Digital Workplace. Voilà, c'est d'avoir cette notion-là. C'est pas juste le projet est terminé. Donc il y a un budget derrière équivalent plus ou moins c'est ce qu'on a dit avant, c'est un mouvement permanent. Donc il y a un moment, on sait, vous faites accompagner par un partenaire parce que déjà, puis ça vous aide à démarrer. Hein. On est souvent le coup de pied qui vous donne l'impulsion parce que parfois ça fait 2 ou 3 ans que vous en parlez en interne. Et le fait que le partenaire il arrive et qui met le coup de pied de départ. Et comme tu l'as dit, c'est nous on aide à démarrer. Le but dans toutes les solutions, que ce soit, je pense que ça doit être pareil là, c'est de vous rendre autonome là-dessus le plus vite possible pour accompagner en permanence. D'autres précisions? Moi là, je vais juste vous demander de conclure en quelques mots et puis surtout nous donner votre numéro de stand, que vous puissiez aller voir chacun en fonction de vos affinités. Alors, alors vous pouvez vous faire souffler par vos alors Eliadis, c'est les numéros de stand. Allez, vas-y. D54. Voilà. Juste là, le premier en sortant presque. Alors moi je me souviens, c'est A52. Et donc venez nous voir si vous souhaitez qu'on vous accompagne de manière holistique sur vos projets. Alors moi, Expertime, je suis quasiment en face de Hélène. Donc si vous trouvez Hélène, vous me trouvez moi. Donc c'est en face des toilettes et de chez Paul. C'est plus facile. Celle-là, on ne l'avait pas encore faite, mais voilà, il fallait la faire. Merci. Oui, alors nous, on a le stand A50, si je ne dis pas de bêtises. Et surtout, on a notre URL waller.com, WHA2LER.com,
Voilà, c'est numérique, c'est digital. Très bien. Et ça marche bien. Ben, merci à tous. Merci d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à nos intervenants. Donc on vous retrouve sur le salon. Et puis sinon, prochaine table ronde à 13h15 autour automatisation, RPA, IA et tout ça. Voilà. On verra tout ça tout à l'heure. Donc merci à tous. Merci.